Los Angeles, une bande de braqueurs prend d'assaut une entreprise de fourgons blindés. Ils disparaissent avec plusieurs millions de dollars en poche. Le FBI trouve des suspects, mais ne dispose pas d'assez d'indices pour les faire arrêter. Les agents et les détectives devront s'infiltrer dans le monde interlope pour les obliger à faire face à la justice. Le secteur industriel de Los Angeles est situé dans un quartier violent. Les gangs de rue y font régner la violence. Les entreprises sont installées dans des immeubles anonymes et plusieurs sont entourées de barbelés. Une de ces entreprises était une importante société de fourgons blindés. Le vendredi soir, 13 septembre 1997. Les employés de l'entreprise vaquaient à leur occupation habituelle en comptant et en classant plus de 20 millions de dollars. Cet argent devait être distribué aux divers guichets automatiques de Los Angeles pour répondre aux demandes du week-end. Les 5 employés, dont 2 gardiens de sécurité, travaillaient de nuit. À minuit 30, un gardien prit sa pause dans la salle à manger, comme il le faisait toutes les nuits. Mais il n'était pas seul. Cinq hommes armés maîtrisèrent le gardien en quelques secondes. Ils l'entraînèrent de force dans un bureau où se trouvaient les dispositifs de contrôle des écrans de surveillance. C'est alors qu'un autre gardien de sécurité, qui s'apprêtait à partir chez lui, entra dans la pièce à son tour. Sans armes et sans son uniforme, il se rendit sans opposer de résistance. Quatre des intrus prirent la direction de la chambre forte. Le 5e tenait les gardiens en joue pendant qu'il examinait les écrans de contrôle. Les employés qui travaillaient dans la salle attenante de la chambre forte ne savaient pas que leur immeuble avait été pris d'assaut. Les braqueurs les menacèrent de tirer si quiconque leur désobéissait ou faisait quelques gestes subis. Les voleurs avaient maintenant accès à la chambre forte qui contenait 20 millions de dollars. L'un d'entre eux semblait avoir les commandes. Il criait des ordres à ses complices. Il se servait également d'écouteurs radio dissimulés sous sa cagoule pour diriger des complices à l'extérieur de la chambre forte. Quand il donnait des ordres, il n'appelait pas ses complices par leur nom, mais seulement par des numéros. Les voleurs étaient d'une redoutable efficacité et ne faisaient aucun geste inutile.
En moins de 10 minutes, ils transportèrent plusieurs millions de dollars à l'aire de chargement. Number 6, come on up, we're ready. Dans le bureau de contrôle, les hommes dévissèrent le magnétoscope qui était fixé à un bureau. Quelques secondes plus tard, les employés entendirent de nouveau du bruit dans le bureau. Quand les employés virent le chef et un de ses complices revenir, ils étaient convaincus que c'était pour éliminer ces témoins gênants. Mais les assaillants ne semblaient vouloir que les clés de la camionnette du gérant de la chambre forte. Puis, soudain, ce fut le silence complet. Croyant les hommes partis, les gardiens défirent leurs liens. Ils appelèrent ensuite le service d'urgence. Des policiers du service de Los Angeles furent immédiatement dépêchés sur les lieux. Le détective John Licata sut dès le début que cette affaire n'était pas comme les autres. Il nous est arrivé d'enquêter sur le vol de blindés sur la route. Mais c'était la première fois qu'un vol était commis dans les lieux mêmes de la société. Les policiers dressèrent un périmètre de sécurité pendant que les détectives interrogeaient les employés. Ceux-ci déclarèrent que les 5 assaillants se déplaçaient dans les locaux comme s'ils y étaient déjà venus auparavant. Ils ne les avaient pas vus partir, mais ils avaient entendu le bruit d'un véhicule avec un moteur diesel se garer au quai de chargement puis repartir. Un 6e homme devait donc se trouver au volant de ce véhicule. Les détectives s'entretinrent ensuite avec le gérant de la chambre forte dont la camionnette et les clés avaient été volées. Pourquoi donc les voleurs avaient-ils pris ses clés plutôt que celles de ses collègues? Le gérant déclara qu'il garait son véhicule personnel dans le même emplacement tous les soirs. Aucun des voleurs ne lui avait demandé de quoi avait l'air son véhicule. Cela nous portait à croire que celui qui avait pris les clés et volé le véhicule le connaissait bien. Le gérant déclara que la voix de l'un des hommes lui était familière, mais il ne se souvenait pas de son nom. Il promit aux enquêteurs de les appeler si cela lui revenait. Les techniciens judiciaires prirent les empreintes sur les serrures de la porte de l'entreprise. Des dommages sur ces portes indiquaient que les voleurs avaient forcé ces serrures. Mais un examen ultérieur au labo démontra que ce n'était pas le cas. On a remarqué que les serrures et les mécanismes des portes étaient endommagés, mais pas assez pour que les portes aient cessé de fonctionner correctement et se soient ouvertes. On croyait que les voleurs avaient utilisé une clé pour entrer et qu'ils avaient ensuite fait mine de forcer les serrures. Les représentants de l'entreprise estimèrent plus tard leur perte au montant affolant de 18,9 millions de dollars. Visiblement, les voleurs avaient su quoi prendre et quoi laisser derrière eux. Tous les casiers qui contenaient d'importants montants d'argent avaient été pris. Mais les voleurs avaient laissé ceux qui ne contenaient que des timbres et des chèques. Cela laissait supposer que les voleurs savaient comment la société entreposait l'argent. Ils semblaient également savoir où était installé le système de contrôle des écrans de surveillance et où se trouvait le magnétoscope qui était caché dans une armoire verrouillée à l'arrière du bureau.
Les employés avaient entendu les assaillants détruire la serrure de cette armoire pour y prendre le magnétoscope. Les appareils d'enregistrement étaient tous gardés dans une armoire inaccessible à la plupart des employés. On a interrogé tous les employés de l'entreprise et 80% d'entre eux ignoraient jusqu'à l'existence de ces appareils dans le bureau. Les enquêteurs examinèrent également l'aire de chargement à la recherche de toute trace de pas, d'empreintes de pneus ou de fibres de tissu. Ils ne trouvèrent rien. Mais ils découvrirent ce qui semblait être un réflecteur de camion fendillé. J'ai parlé personnellement à l'employé chargé de l'entretien des lieux plus tôt le même jour et il m'a assuré que ce réflecteur devait être tombé là dans la soirée. On en a donc déduit qu'il provenait du véhicule des voleurs. On disposait de peu d'indices sur la marque de cette voiture, mis à part ce réflecteur. Et l'on ignorait jusque-là si c'était un équipement qu'on trouve fréquemment sur les camionnettes et les voitures. Comme l'assurance pour ce genre de vol était de juridiction fédérale, le FBI se joignit à l'enquête. L'agent spécial John McCarron du bureau du FBI à Los Angeles étudia l'enregistrement de la scène du crime grâce à l'enregistrement de la police de Los Angeles qui décrivait, les unes à la suite des autres, les activités des assaillants au cours du vol. They laid both victims down on the floor here, and they also removed their keys. Once they did that, les 5 hommes au visage masqué avaient volé la plus importante somme d'argent de l'histoire des États-Unis. L'agent McCarron espérait obtenir l'aide du public. On a donné une description générale aux médias des individus qui avaient commis le vol, en termes de grandeur, de poids et des vêtements qu'ils portaient. On a également ajouté que ces individus étaient tous armés et l'on a offert une récompense. L'assistante du procureur Alka Sager espérait que ces descriptions, même si elles étaient vagues, permettraient d'obtenir une piste. Les victimes nous ont dit qu'elles croyaient que les voleurs étaient noirs. Elles avaient pu voir la couleur de leur peau par les ouvertures de leur cagoule. Elles croyaient toutefois que l'un d'entre eux était d'origine hispanique car sa peau semblait moins foncée. Elles n'avaient pas vu leur visage. Malgré le peu d'indices, les enquêteurs étaient toujours d'avis que le vol avait été orchestré par quelqu'un qui connaissait bien l'entreprise. Mais qu'ils étaient ou non d'anciens employés, ils n'avaient guère laissé d'indices derrière eux. Et avec 18,9 millions de dollars en main, ils pouvaient maintenant être n'importe où. En septembre 1997, le FBI et la police de Los Angeles n'étaient pas encore parvenus à identifier les 6 hommes masqués qui avaient volé une entreprise de fourgons blindés, emportant avec eux près de 19 millions de dollars. On croyait que l'un d'entre eux était un employé actuel ou un ex-employé de la société parce que le gang était entré dans l'immeuble avec une clé et savait où se trouvait l'équipement de surveillance qui était pourtant caché. Au cours d'un deuxième interrogatoire, le gérant de la chambre forte, qui était de service le soir du vol, déclara qu'il croyait avoir reconnu la voix du chef de la bande. Selon lui, il s'agissait d'Alan Pace, un ancien employé. Il ajouta que ce Pace était celui qui était parti avec les clés de sa camionnette. Pace connaissait ce véhicule pour l'avoir déjà emprunté. L'agent spécial du FBI, John McCarron, examina le dossier de cet ex-employé. Alan Pace avait travaillé pour cette société pendant environ 1 an et demi. De fait, il avait été suspendu par la société la veille du vol. Alan Pace, âgé de 28 ans, n'avait aucun antécédent judiciaire. Lors de son renvoi pour des motifs disciplinaires, il n'avait toutefois pas remis ses clés. Les enquêteurs se rendirent chez Pace à Los Angeles pour l'interroger. Celui-ci déclara qu'il avait bien entendu parler du vol dans les médias, mais il assura les agents qu'il n'était pas mêlé à ce crime.
Il ajouta qu'il participait à une fête avec sa petite amie pendant la nuit du vol. Il leur donna ensuite l'adresse de cette amie et son numéro de téléphone. Les enquêteurs devaient vérifier l'alibi de Pace. Ils firent tout d'abord des vérifications sur cette femme. Le détective Lee Carter apprit qu'elle avait également été à l'emploi de l'entreprise de fourgons blindés. La petite amie de Pace avait travaillé dans la chambre forte. Son travail consistait à s'occuper de l'équipement de surveillance. Elle avait quitté cet emploi environ 1 mois avant le vol. Les enquêteurs interrogèrent la petite amie de Pace à propos de la nuit du vol. Elle confirma que Pace, elle, de même que plusieurs de leurs amis, avaient participé à une fête à Long Beach. Pace et elle y étaient restés jusqu'aux petites heures du matin. Plusieurs témoins pourraient corroborer ces dires. Même si on avait des soupçons, l'alibi de Pace tenait la route. Les enquêteurs étaient dans une impasse. Ils devaient changer de cap pour que l'enquête continue de progresser. Leur seul indice était un réflecteur fendillé de couleur orange qu'on avait trouvé sur la scène du crime. Les enquêteurs croyaient qu'il provenait d'un camion au moteur diesel à bord duquel les voleurs avaient pris la fuite. Ils devaient trouver ce véhicule. J'ai obtenu l'aide de mes collègues. Au cours des 5 soirées suivantes, notre groupe de 6 hommes est allé sur les lieux de l'entreprise entre 23h et 3h du matin. Nous avons interrogé tous les gens qui fréquentaient ce secteur, les piétons et les automobilistes. Une semaine après le vol, les policiers patrouillèrent dans le quartier environnant de l'entreprise. Après quelques nuits, ils trouvèrent un sans-abri qui vivait dans le quartier. Celui-ci déclara que la nuit du vol, il avait aperçu un camion de location de dimension moyenne dont le moteur était en marche près de l'immeuble de la société. Au bruit qu'il faisait, ce camion avait un moteur diesel. Il avait remarqué le véhicule parce que d'habitude, il y avait peu d'activité à cette heure dans le secteur. Il n'avait toutefois pas vu le visage du conducteur. C'était la première fois qu'il voyait ce véhicule et il ne l'avait pas revu depuis. La description de ce camion au moteur diesel concordait avec les témoignages des employés qui avaient entendu un moteur diesel dans l'aire de chargement. Les enquêteurs croyaient que le réflecteur orange trouvé dans l'aire de chargement provenait de ce camion. Des équipes d'agents ratissèrent toutes les agences de Los Angeles qui louaient des camions équipés de moteurs diesel. Ils montrèrent la photo de la pièce brisée trouvée sur la scène du crime. Plusieurs d'entre eux reconnurent le réflecteur d'un certain modèle de camion. Ce qui était ennuyeux avec ces réflecteurs, c'est qu'ils tombaient souvent et qu'on devait les remplacer. On a trouvé 83 agences de location de camions qui louaient des véhicules dont les réflecteurs tombaient souvent. On a obtenu l'autorisation d'obtenir de toutes ces agences les factures de location de véhicules pour une période de 4 mois. 2 mois avant le vol et 2 mois après celui-ci. Les enquêteurs passèrent plusieurs heures à examiner les documents. On ne trouva aucune facture au nom d'Alan Pace ni de sa petite amie. Cela semblait être un autre cul-de-sac. Les autorités contactèrent l'assistante du procureur Alka Sager pour obtenir des conseils sur la marche à suivre. On ne peut pas obtenir un mandat simplement parce qu'on dispose d'un suspect et qu'on le croit responsable d'un crime. On doit disposer de preuves de son implication. Alan Pace avait nié être mêlé à ce vol et il avait même déclaré qu'il se trouvait à un autre endroit.
Il disposait d'un alibi que les témoins que nous avions interrogés avaient corroboré. À ce stade-ci, tout ce qu'on savait sur lui, c'était qu'il était mécontent d'avoir été renvoyé la veille du vol et qu'un des employés croyait qu'un des voleurs avait une voix semblable à la sienne. C'était nettement insuffisant. Pour trouver autre chose, le FBI et la police de Los Angeles mirent l'ex-employé sous surveillance. Si Pace était mêlé au vol de plusieurs millions de dollars, peut-être finirait-il par montrer des signes de sa richesse. On a surveillé Pace, mais il ne semblait pas vivre au-dessus de ses moyens. Il ne dépensait guère d'argent. Il ne semblait pas disposer de grandes quantités d'argent liquide non plus. Rien ne démontrait formellement que Pace était mêlé au vol, sauf quelques preuves indirectes. Les mois s'écoulèrent et l'enquête cessa de progresser. La récompense offerte pour toute information menant à une inculpation se chiffrait à 250 000 $. Malgré une campagne de publicité importante sur cette affaire et la récompense offerte pour toute information sur les auteurs de ce vol, on ne disposait d'aucune piste, ni de preuves judiciaires, ni de témoins. L'enquête s'était heurtée à un mur. Même si Pace était encore le suspect principal, sans indice plus solide, le FBI était incapable de procéder à son arrestation. Pour l'heure, Alan Pace et ses 5 complices semblaient s'en être tirés indemnes avec près de 19 millions de dollars en argent liquide. En septembre 1998, une année complète s'était écoulée depuis que 6 hommes masqués avaient volé près de 19 millions de dollars. Le suspect numéro 1 s'appelait Alan Pace. Cet ex-employé de l'entreprise de fourgons blindés avait été renvoyé la veille du crime. L'assistante du procureur Alka Sager était déçue du manque de preuves contre Pace. Il ne dépensait pas beaucoup d'argent. De fait, il ne semblait pas disposer du produit de ce crime. On n'avait donc pas le droit de l'arrêter, ni même de fouiller sa maison. Un article publié 1 an, jour pour jour après le vol, fournit alors une piste à l'agent John McKeeron. Un informateur avait appelé le FBI pour dire qu'il connaissait peut-être l'identité de l'un des voleurs. Les enquêteurs se rendirent chez cet homme en banlieue de Los Angeles. Celui-ci déclara qu'il avait travaillé pour l'entreprise de fourgons blindés 1 an plus tôt, à peu près au moment du vol. Il avait quitté depuis pour devenir agent d'immeuble. Il déclara que peu de temps après le vol, il avait reçu 100 000 $ en argent liquide pour acheter une maison pour un homme qu'il connaissait, Eugene Hill. Hill avait demandé que l'acte notarié soit fait au nom de sa petite amie. À l'appartement de cette dernière, Hill avait un coffre rempli de casiers. Il avait donné un de ses casiers à l'informateur. Celui-ci contenait des liasses de billets de banque pour un montant de 100 000 $. Quand il a reçu cet argent, notre informateur a remarqué que les liasses de 10 000 $ étaient attachées par des bandes comme celles qu'utilisent les banques. Il les avait conservées. Ces bandes portaient une date, l'avant-veille du vol. Plus tard, on a pu déterminer que ces bandes de papier provenaient, de fait, des coffres de l'entreprise de fourgons blindés. L'informateur déclara qu'Hill avait ensuite changé d'avis et lui avait alors demandé de lui rendre son argent, mais cette fois-ci sous forme de chèque et non en argent liquide. L'informateur s'était gardé 15 000 $, mais Hill avait commencé à lui faire des menaces depuis peu. L'informateur espérait que le FBI pourrait le protéger. Eugene Hill n'avait pas de casier judiciaire et il n'avait jamais travaillé pour l'entreprise de fourgons blindés.
Mais en vérifiant son passé, on constata qu'il avait des liens avec le principal suspect, Alan Pace. Tous deux avaient travaillé pour une autre entreprise de sécurité à Los Angeles. Les enquêteurs mirent Hill sous surveillance. Un jour, ils le suivirent jusqu'à un commerce appelé Extreme Entertainment. Cette entreprise se définissait comme un service de divertissement qui fournissait aussi bien des jeux d'enfants que des danseurs nus. Les archives démontraient qu'Eugene Hill était associé dans cette société au même titre qu'Alan Pace. Les enquêteurs en déduisirent qu'Extreme Entertainment avait peut-être servi à blanchir l'argent du vol. On a fait appel aux agents du ministère du Revenu, l'IRS. Ceux-ci nous ont fourni des relevés et des documents qui nous permettraient d'accuser ces individus de blanchiment d'argent. L'équipe d'investigation en apprit un peu plus sur la société. Alan Pace et Eugene Hill avaient deux autres associés dans Extreme Entertainment, Terry Brown et Fred McCrary. Les quatre hommes avaient tous travaillé pour la même entreprise de sécurité à Los Angeles avant que Pace ne soit embauché par la société de fourgons blindés. Les livres de comptabilité d'Extreme Entertainment parurent louches aux yeux de l'agent de l'IRS, Philip Mullins. 4 présumés voleurs possédaient Extreme Entertainment. Cette entreprise ne générait pas vraiment beaucoup d'argent. Mais il y avait pourtant de nombreux dépôts en argent liquide dans les comptes bancaires et beaucoup de salaires à payer. Les enquêteurs se mirent à fouiller un peu plus les états financiers des quatre associés. Ils obtinrent leur relevé bancaire, leur relevé de carte de crédit et leur rapport d'impôt. Dans le dossier personnel de Eugene Hill, ils découvrirent que celui-ci avait une deuxième source de revenus. On a trouvé des chèques d'une société qui s'appelait Rainforest. On ignorait de quoi il s'agissait. On a donc examiné les relevés bancaires de cette société et l'on a découvert qu'en plus de faire des chèques à Eugene Hill tous les mois, cette société émettait régulièrement des chèques à un certain Thomas Johnson. Comme Hill, Johnson occupait au sein de Rainforest la position de consultant. On ignorait quel type de consultation ceux-ci offraient. Rainforest était une société qui développait de nouvelles technologies en matière de recyclage. Johnson et Hill avaient investi 2 millions de dollars dans cette entreprise. Or, les individus qui blanchissent de l'argent le font souvent en investissant ainsi de l'argent dans une société. Vous prenez de l'argent sale et vous l'investissez. Vous le dissimulez et au bout de la ligne, vous vous retrouvez avec quelque chose qui semble tout à fait légal. Les enquêteurs soupçonnaient les 5 hommes, mais jusque-là, ils n'avaient trouvé aucun indice de leur implication dans le vol de 18,9 millions de dollars. Le détective John Lee Cutta de la police de Los Angeles et son collègue John Wong vérifièrent si le nom de l'un de ces hommes ne figurait pas sur les factures de location de camions dont ils disposaient. Le détective Wong fit alors une découverte importante. Mon collègue John Wong a trouvé le nom de l'un des suspects, Eugene Hill, sur un contrat de location. Celui-ci avait loué un véhicule la veille du vol et il l'avait retourné tout de suite après. On a pu retrouver ce camion. Il se trouvait toujours dans la région de Los Angeles. Quand on a eu ce véhicule à notre disposition, on a demandé à notre équipe d'experts au labo de démonter le système d'éclairage et de le comparer aux réflecteurs qu'on avait trouvés dans l'aire de chargement. On espérait découvrir si ce réflecteur avait pu tomber de ce véhicule. En attendant les résultats du labo, les enquêteurs examinèrent le passé de Thomas Johnson. Celui-ci vivait dans une maison cossue d'un quartier aisé de Las Vegas. L'IRS a surveillé sa résidence. Au cours de cette période, on a pu identifier sa petite amie.
Les agents introduisirent ce nom dans la base de données de la police. Si jamais les policiers de Las Vegas avaient un contact avec elle, ils devraient en aviser la police de Los Angeles. Le 10 septembre 1999, soit 2 ans après le vol, l'équipe d'enquêteurs de Los Angeles reçut un appel et monta à bord d'un hélicoptère. Il y avait eu une violente dispute à la résidence de Thomas Johnson à Las Vegas. Sa petite amie avait appelé la police. On espérait profiter de cette occasion pour questionner la jeune femme. Elle déclara que Johnson l'avait battue. Elle fut plus qu'heureuse de répondre aux questions des agents au sujet de Johnson. Elle déclara que celui-ci blanchissait de l'argent dans les casinos de Las Vegas. Ses amis et lui achetaient des jetons pour quelques milliers de dollars qu'il lui demandait ensuite à elle de changer en argent liquide. Le montant ne devait jamais dépasser 10 000 $, car au-dessus de cette limite, elle aurait été obligée de signer des registres. Thomas Johnson semblait aimer beaucoup le jeu et il ne manquait jamais d'argent pour parier. C'est un peu compliqué quand on fait ce genre d'enquête parce qu'on ignore d'où cet argent provient. C'était peut-être l'argent qu'il avait gagné en jouant et dont il se servait pour continuer à jouer. Ou alors c'était l'argent provenant du vol, ce que nous soupçonnions d'ailleurs. La petite amie de Johnson déclara aux enquêteurs que celui-ci avait mentionné avoir participé à un gros coup à Los Angeles. Selon elle, Johnson avait investi de l'argent dans une société avec un de ses amis de jeu. Quand les enquêteurs lui montrèrent la photo de Eugene Hill, elle confirma qu'il s'agissait bien de lui. Les preuves indirectes s'accumulaient peu à peu contre Thomas Johnson, Alan Pace et Eugene Hill. Mais ça ne suffisait pas encore pour procéder à leur arrestation. Les agents devraient tenter de retourner les suspects les uns contre les autres pour pouvoir éventuellement les inculper. Deux ans après le vol de 18,9 millions de dollars d'une entreprise de fourgons blindés par 6 hommes masqués, le FBI, l'IRS et la police de Los Angeles avaient recueilli des preuves indirectes très convaincantes contre 5 suspects, mais on ne disposait d'aucune preuve formelle de leur implication. Le seul indice qu'on avait trouvé était un réflecteur fendillé dans l'aire de chargement de l'entreprise. Les enquêteurs croyaient que ce réflecteur était tombé du camion loué par le suspect Eugene Hill la veille du vol. On avait envoyé ce réflecteur et ceux du système d'éclairage du camion au laboratoire du FBI à Washington. Le métallurgiste Michael Smith compara les marques d'usinage laissées sur le réflecteur fendillé aux marques présentes sur les autres réflecteurs du camion. Dans ce cas-ci, les marques ressemblaient aux anneaux d'un arbre. On a tenté de voir si ces marques étaient identiques. À l'aide d'un stéréoscope ultra puissant, il constata que c'était bien le cas. Le même outil avait été utilisé pour fabriquer les réflecteurs, ce qui indiquait que celui trouvé sur la scène provenait vraisemblablement du camion loué par Hill. Ces résultats étaient convaincants, mais ils ne prouvaient pas hors de tout doute que Eugene Hill et les 4 autres suspects se trouvaient sur la scène du crime lors du vol. L'assistante du procureur Alka Sager devait disposer de preuves plus convaincantes pour faire émettre des mandats d'arrêt. Elle espérait obtenir ces preuves des amis de Hill. On avait identifié 2 de ses petites amies qui semblaient aimer dépenser. Elles ne dépensaient que de petites quantités d'argent, mais c'était toujours en liquide. Environ 2 ans après le vol, nous en étions venus au point où nous devions parler à ces femmes qui étaient présentes dans la vie de Eugene Hill. Inquiète de se voir accusée, l'une d'elles dit tout ce qu'elle savait. Elle leur avoua que peu après le vol, Hill s'était tout d'un coup retrouvé avec beaucoup d'argent liquide. Elle ajouta qu'il conservait cet argent dans 2 coffres remplis de casiers à son appartement à elle. Elle-même et une de ses amies l'avaient aidé à compter l'argent et à classer les billets.
Il y en avait pour plusieurs milliers de dollars. Hill lui avait alors dit qu'avant de dépenser les billets, il devait avoir l'air usé. Elle les avait donc lavés. En général, Thomas Johnson était mêlé à leurs opérations. Elle déclara qu'ils allaient régulièrement à Las Vegas pour acheter des jetons avec leurs billets faussement usés, puis ils changeaient ces jetons contre d'autres billets. Ces déclarations corroboraient la déposition de la petite amie de Johnson. Ensuite, les agents du FBI et les détectives de Los Angeles se rendirent interroger la sœur de Eugene Hill. Ils voulaient avoir certaines précisions sur des comptes bancaires découverts par l'IRS. On a pu obtenir ses relevés bancaires et constater qu'elle avait plusieurs comptes en fiducie pour Eugene Hill. Il y avait dans ces comptes de nombreux dépôts d'argent liquide dont on ignorait la provenance. Et l'on avait émis des chèques à partir de ces comptes pour payer des motos et des véhicules, ainsi que d'autres biens de consommation. Ainsi donc, Eugene Hill dépensait de l'argent dont il ne pouvait justifier la provenance. Les enquêteurs demandèrent à la sœur de Hill de leur parler des comptes bancaires dont elle s'occupait pour lui. Ses réponses furent vagues. Elle déclara ne rien savoir des affaires financières de son frère. Peu de temps après, Eugene Hill arriva. En réponse aux questions des agents, il déclara qu'il ignorait tout du vol de l'entreprise de fourgons blindés. Il dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas le temps de répondre à leurs questions dans l'immédiat, mais qu'il pourrait les rencontrer le lendemain matin à leur bureau. Hill avait de l'argent plein les poches. Les risques qu'il disparaisse étaient grands. Le FBI appela l'assistante du procureur Alka Sager pour lui demander quelle était, selon elle, la marche à suivre. J'allais me mettre au lit quand le téléphone a sonné. L'agent m'a raconté ce que Hill leur avait proposé. Il a ajouté « À votre avis, devrions-nous le laisser partir ?» Je n'avais que quelques secondes pour prendre une décision. Je lui ai alors dit de ne pas le laisser aller. On allait l'arrêter ce soir-là. On fouilla la maison de Hill sans trouver la moindre preuve de son implication dans le vol. Les enquêteurs trouvèrent toutefois des documents qui démontraient qu'il avait fait l'acquisition de propriétés au nom d'autres personnes. Le principal suspect, Alan Pace, figurait également sur les documents de Hill. Apparemment, il avait acheté des maisons lui aussi au nom de tierces parties. Finalement, l'agent Philip Mullins de l'IRS détenait quelque chose contre Pace. Il était significatif de découvrir qu'Alan Pace avait acheté des propriétés dont la valeur s'élevait à plusieurs millions de dollars, même s'il n'avait pas suffisamment de revenus pour faire des acquisitions de cette importance. S'il était jugé coupable, Eugene Hill pouvait être condamné à 40 ans de prison. Dans l'espoir qu'on revoie sa peine à la baisse, il passa aux aveux et promit de dire aux policiers tout ce qu'il savait. Il déclara qu'Alan Pace l'avait recruté, lui, de même que 3 autres hommes pour faire ce vol. Alan Pace lui aurait dit qu'il avait déjà parlé à Terry Brown et à Freddie McCrary et qu'ils étaient prêts à participer à ce coup. Il désirait que Eugene Hill y participe aussi et qu'il emmène avec lui un autre complice. Eugene Hill a donc approché Thomas Johnson et ce dernier a accepté. C'est alors que les hommes ont mis leur plan au point. Hill confirma que Pace était celui qui avait tout orchestré et qu'il était le chef de la bande. Hill connaissait tous les hommes sauf le 6e, un ami personnel de Pace. Pace leur avait dit qu'il pourrait sans doute vivre de ce vol pour le restant de leur jour. Alan Pace leur avait dit qu'il ferait ce vol le vendredi soir alors qu'il y avait peu d'employés. Il avait ajouté qu'il connaissait déjà ses employés et que ceux-ci ne résisteraient pas, qu'en fait, il n'y aurait pas de problème. Les hommes devaient ligoter ses employés, prendre l'argent et sortir. L'opération ne durerait pas plus de 30 minutes.
Conformément aux ordres de Pace, Hill loua le camion le jour du vol et il rencontra ses complices à une fête qui se tenait à Long Beach. Peu de temps avant minuit, ils quittèrent la fête les uns après les autres. Ils se rendirent dans le quartier industriel. 5 d'entre eux descendirent du camion et firent le reste du chemin à pied jusqu'à l'entreprise. Un des hommes resta dans le camion. Il attendait à quelques rues de là qu'on lui donne son signal. Le camion se gara à l'aire de chargement et les hommes y mirent leur précieuse cargaison. Pace savait qu'il devait prendre l'équipement de surveillance. Plus tard, ils transférèrent l'argent dans un espace d'entreposage loué par Thomas Johnson. L'argent y resterait pendant les 2 semaines suivantes. 4 d'entre eux partirent avec le camion. Quant à Eugene Hill et Alan Pace, ils prirent la fuite à bord de la camionnette du gérant de la chambre forte, car Pace savait où ce dernier avait l'habitude de garer son véhicule. Les 6 hommes se débarrassèrent ensuite de leurs armes à feu et des magnétoscopes, se changèrent et retournèrent à la fête comme si de rien n'était. Pendant que les autres convives buvaient quelques bières de plus, les 6 hommes avaient commis le plus important vol de l'histoire des États-Unis. Les enquêteurs devaient maintenant corroborer la déposition de Eugene Hill. L'agent spécial du FBI, John McCarron, et son équipe croyaient que le prochain sur la liste à être arrêté devait être Thomas Johnson. Les agents de notre bureau de Las Vegas surveillaient Thomas Johnson et ils savaient en permanence où celui-ci se trouvait. On l'a pris en filature à la sortie d'un casino. Les agents suivirent Johnson pendant qu'il faisait la tournée des casinos. Ils ignoraient si le suspect était armé. Pour l'arrêter sans courir de risque, les agents devaient tenter d'isoler Johnson pendant que celui-ci se trouvait à l'extérieur, à une certaine distance des visiteurs du casino. Ils demandèrent alors à un gardien de sécurité de lui tendre un piège. Celui-ci dit à Johnson que sa voiture avait été frappée accidentellement et qu'il devait sortir pour remplir un constat. Johnson mordit à l'hameçon. Alors qu'il vérifiait l'état de sa voiture, les agents l'arrêtèrent. Les enquêteurs lui exposèrent ensuite les preuves qu'ils détenaient contre lui et lui firent part de la possibilité qu'il soit incarcéré pendant plusieurs décennies. Comme Eugene Hill, Johnson accepta de coopérer dans l'espoir que sa peine soit moins sévère. Il corrobora la version de Hill et confirma qu'Alan Pace était bien le chef du groupe. Les enquêteurs disposaient maintenant de suffisamment de preuves. Ils procédèrent à l'arrestation de tous les autres complices, à l'exception du chef. On savait que Pace avait appris que les autres individus avaient été arrêtés. On disposait d'un mandat d'arrêt contre lui. Il m'a appelé à mon bureau et m'a dit qu'il souhaitait se rendre. Le 28 février 2000, Pace arriva à l'immeuble où étaient situés les bureaux du FBI en compagnie de son avocat. Il ne fit aucune déclaration et refusa de collaborer avec les enquêteurs. Il fut mis en détention sans possibilité de libération sous caution. 4 des voleurs ont plaidé coupables de vol et de complot. Eugene Hill a été condamné à 9 ans de prison. Thomas Johnson, lui, a écopé d'une peine de 10 ans de réclusion. Fred McCreary a eu droit à une peine de 7 ans et demi. Terry Brown a été condamné à 8 ans. Le 6e homme, Eric Boyd, a contesté les accusations. Il a été trouvé coupable et a été condamné à 17 ans d'emprisonnement. Au terme d'un procès de 3 semaines, Alan Pace, qui avait orchestré le vol, a été condamné à 24 ans de prison. Les agents ont saisi tous les biens et le capital des criminels. Ils ont ainsi pu mettre la main sur 5 millions de dollars. Environ 14 millions de dollars n'ont jamais été retrouvés. On ignore où cet argent se trouve, comment il a été éventuellement dépensé. On n'en sait rien. Mais quand les voleurs seront remis en liberté, le FBI compte bien les avoir à l'œil.
Si l'un d'eux tente de récupérer l'argent, il retournera tout droit en prison.